Voilà, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Dans le cadre des recommandations de la Cour cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, l'ONU organise dans quelques heures une grande conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs. Les participants, si vous voulez, les experts vont réfléchir sur les voies et moyens afin d'assurer l'intégration économique et régionale, la libre circulation des personnes et des capitaux, des biens également, la sécurité régionale et le financement du secteur privé, bien entendu. D'où les débats seront axés ce soir sur un thème assez éloquent à savoir, investir dans la région des Grands Lacs, faire les affaires, promouvoir la paix et le développement. Kinshasa, la capitale congolaise, accueille du 24 au 25 février 2016 la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, CISP. Une conférence régionale organisée par les Nations Unies et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, abritée par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le haut patronage du président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. La CISP, qui se veut un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, offre l'occasion de présenter le climat des affaires de la région en vue de promouvoir l'intégration régionale, la conférence et la coopération économique. La conférence constitue un élément clé de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé par 13 pays à Addis Abeba, en Éthiopie, le 24 février 2013. La CISP, devant réunir les dirigeants politiques et les responsables du monde des affaires, sera le tout premier événement du genre pour cette région émergente et un catalyseur pour la coopération régionale. Il pourra soutenir l'avancée sur le chemin d'une paix et d'une stabilité durable et d'un développement inclusif dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Plus d'informations sur le site internet de la conférence www.psycinvest.com ou sur le site de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, www.investirenrdc.cd. Les Grands Lacs d'Afrique, une destination d'avenir pour les investissements. Bienvenidos, welcome, Danvido, bienvenue à Kinshasa. Merci donc à vous tous qui suivez cette émission et pour expliciter la question, trois personnalités sont présentes avec nous ce soir sur ces plateaux. Je les présente immédiatement tout en face de moi au milieu, M. Raymond Tshibanda Tunga Mulongo, qui est ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À sa droite, M. Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Merci également d'être avec nous dans cette émission. Et monsieur, si vous voulez, le professeur Toumba Lwaba, qui est secrétaire général de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Merci également, professeur, d'avoir accepté l'invitation. Merci donc d'être avec nous ce soir. Nous, c'est-à-dire Willy Kalingai pour le compte du journal Géopolis, spécialisé dans les questions économiques. À sa droite, Eric Chikuma, qui est responsable du site économique Zoom économique, je crois. Et tout près de moi, Jérôme Sekana, patron de l'agence Galaxy Media. Merci Jérôme. Merci donc à vous tous, chers confrères. Vous le savez, sans paix et sans sécurité, il ne peut y avoir d'investissement possible. Voilà donc pourquoi, et pour des raisons évidentes, je propose deux étapes dans cette émission. D'abord, les questions liées de manière assez rapide, les questions liées à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs, et puis l'examen de possibles investissements dans cette partie du continent africain. Merci donc, une fois de plus, Monsieur le ministre, cette conférence est la conséquence, je le disais tout à l'heure, de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Est-ce que vous pouvez nous en justifier le contexte et les retombées possibles pour les pays de la région? Merci. Je commence
commencerai par dire que la date qui a été retenue pour la tenue de cette conférence n'est pas fortuite. Il vous souviendra que l'accord cadre a été signé le 24 février, il y a 3 ans. Donc cette conférence est tenue à son nom-ci pour à la fois constituer une sorte d'interpellation, une fois encore, des signataires au respect des engagements qu'ils ont souscrits en signant cet accord cadre. Accord cadre qui a pour objectif de créer les conditions non seulement du retour de la paix dans notre région, mais les conditions d'une paix durable, les conditions de la stabilité dans la région et les conditions d'une prospérité partagée dans la région. Cette conférence entre dans le cadre de la vision des signataires et chefs d'État de la région qui étaient convaincus que pour que nous puissions consolider la paix et créer les conditions de la stabilité, même s'il est vrai que la pauvreté n'est pas nécessairement la cause des conflits que l'on a connus, la pauvreté constitue un terreau fertile sur lequel prolifèrent les facteurs d'instabilité. Et donc, créer un cadre qui permette aux investisseurs de venir participer aux efforts de développement qui sont développés dans le pays, de manière à ce que la paix et le développement économique allant de pair, nous puissions offrir des perspectives heureuses aux populations de la région. Oui, c'est vrai, mais est-ce que sur le plan sécuritaire, depuis lors, on a évolué? Puisque vous savez, tenir une conférence comme celle qui va se tenir dans quelques heures, en présence des investisseurs, en fait, vous savez que cette catégorie de gens n'aiment pas le bruit des bottes. Est-ce qu'on a évolué sur le plan sécuritaire pour appeler les gens à venir investir dans la région? Bien, disons qu'on a évolué, mais bien entendu, il y a l'émergence de nouveaux foyers de tension qui préoccupent du point de vue de la sécurité. Mais globalement, quand on voit où on en était il y a quelques années, la situation s'est fortement améliorée. Vous savez, moi, je me plais à souligner le fait qu'il y a quelques années, quand nous allions dans les réunions régionales ou internationales, dans le domaine sécurité, pratiquement 90% du temps était consacré à la région des Grands Lacs et singulièrement à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, de plus en plus, ça ne représente plus qu'un petit entrefilet parce que tout le monde reconnaît que la situation s'est beaucoup améliorée. Nous avons encore des défis que nous devons relever, notamment en ce qui concerne la finalisation du processus de neutralisation de forces négatives. Nous avons de nouveaux défis, notamment la situation que nous connaissons aujourd'hui dans un pays frère, en l'occurrence de Burundi. Nous voyons la situation en République centrafricaine aller vers l'apaisement avec les élections qui viennent de s'y tenir. Quand nous regardons globalement, nous pensons que la situation évolue favorablement. Willy, sur la question, vous avez... Merci, mais je pense que je vais directement aller aussi aux questions d'investissement, mais en restant sur la sécurité. Monsieur le ministre, je crois que la question est adressée à tous les invités. Les chefs d'État, quand ils se sont réunis à Lusaka, ils avaient décidé de mettre en place un certificat pour l'exportation des minéraux. C'était une manière de combattre l'exportation illicite des ressources naturelles, qui est d'ailleurs une source principale de l'instabilité dans la sous-région. Alors, parce qu'on remarque aussi que la carte de la minéralisation de notre pays correspond de manière curieuse à la carte des conflits. Parce que les minéraux et les conflits sont des cousins. Alors maintenant, je voudrais savoir, jusqu'à ces jours, on a remarqué que ce certificat ne parvient pas encore à décoller. On a présenté des spécimens, mais les pays ne le respectent pas. On continue toujours à découvrir des filières illicites d'exportation des minéraux. Est-ce que c'était de la cosmétique ou bien il y avait vraiment derrière ça une vraie volonté? Oui, alors, qui prend la parole? Là, nous sommes déjà dans la thématique de la conférence, où il y aborde déjà la question sur les minéraux. On ne sait pas qui prend la question, peut-être professeur? Merci bien. Je ne crois pas que ça puisse être de la cosmétique parce que des chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas se réunir comme ça à Lusaka en décembre 2010 et adopter une grande déclaration de haute portée politique mais aussi économique, comme vous venez de le souligner. Et dans cette déclaration, ils ont retenu un certain nombre d'instruments, d'outils contre la lutte de l'exploitation illégale des ressources naturelles. D'ailleurs, la déclaration elle-même est intitulée
déclaration sur la lutte de l'exploitation contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Certes, la certification régionale est un des instruments majeurs et nous l'avons fait selon les normes de transparence et de la traçabilité de l'OCDE, mais il y a aussi d'autres instruments à côté. Il y a la formalisation du secteur minier, il y a l'harmonisation des législations, il y a la banque de données, il y a également des instruments d'audit. Je peux dire que nous sommes très avancés, peut-être qu'il y a un problème de communication, parce que la République démocratique du Congo, qui a été le premier pays à lancer le certificat régional, en a déjà produit plus de 1600, suivi du Rwanda, à peu près 200, qui correspondent à des sites miniers certifiés conformes, donc qui sont situés dans des zones de non-conflictualité. Et comme le ministre Tshibanda vient de le souligner, on est en voie de stabilisation, ce qui fait que le nombre de sites verts va aller en augmentant. Je pourrais dire aussi que les mécanismes d'alerte rapide, avec la participation de la société civile et des femmes, est en voie également de consolidation. Enfin, je ne vais pas aller en détail, mais je préfère aussi que M. Didit puisse probablement s'ajouter quelque chose. Oui, M. Djinit. Oui, enfin, sur la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et des ressources minières en particulier, je ne peux pas ajouter plus que ce que le professeur Louaba a dit sur la certification régionale dans le cas de la CIRGL, qui est un instrument important, mais il y a d'autres instruments internationaux. Et évidemment, nous essayons de joindre nos efforts pour aider les États de la région et les entreprises pour travailler dans des cadres responsables. En fait, comme vous savez, cette conférence s'inscrit dans la ligne générale des investissements responsables. Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit des investissements qui profitent aux populations et qui profitent aux États. Le secteur minier a été largement sous-utilisé parce qu'il n'a pas été profitable au gouvernement, compte tenu des circuits illicites qui affectent ce secteur. Il n'a pas profité toujours aux populations. C'est pour ça qu'il est important d'organiser, et le professeur Louaba s'est référé à la formalisation du secteur minier comment on l'appelle, le secteur minier artisanal. Artisanal, il est important de le formaliser pour que les populations profitent pleinement des ressources naturelles de cette région. Willy, vous avez encore des questions sur le secteur minier? Je voulais une question complète. Ok, qui termine d'abord, puisque c'est lui qui simplement a... sur ce secteur, parce que évidemment l'accord cadre a donné à plusieurs signataires des responsabilités, et nous nous rendons compte, c'est de notre point de vue à partir de la RDC, hein, peut-être qu'on a une vue d'esprit peut-être brillée, mais nous nous rendons compte quand même que c'est comme si c'était un accord cadre qui est destiné essentiellement pour l'agenda RDC. D'autres pays signataires ne font pas ce qu'ils devaient faire. Alors je m'adresse vraiment à M. Djinit par rapport à cela. Quelle est la lecture que vous en faites? Écoutez, si la RDC honore ses engagements dans le cadre de l'accord cadre, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Je crois que c'est une matière, une source de fierté pour les Congolais d'être perçus comme un pays, un peuple qui honore les engagements qu'ils ont pris de façon souveraine. C'est la conviction que vous en avez aussi? C'est un pays qui fait des efforts, en tout cas significatifs, pour honorer ses engagements. Mais les engagements sont aussi au niveau régional et au niveau international. Et donc nous tenons, et le ministre Tshibanda tout à l'heure a commencé par dire que c'est un rappel de nos engagements individuels et collectifs. Cette conférence, c'est le 3e anniversaire de la signature de l'accord cadre, et je crois qu'au-delà du signal important que nous donnons pour dire que la région des Grands Lacs, qui a attiré il y a encore quelques décennies, quelques années, l'attention de la communauté internationale par rapport aux crises, aux conflits, aux génocides qui s'y déroulaient, aujourd'hui, elle-même souhaite attirer l'attention, mais cette fois-ci des investisseurs. Parce que c'est une région qui dit, nous avons évolué, je suis d'accord avec le ministre Tshibanda pour dire que, franchement, on ne peut pas jeter le même regard. On ne peut pas continuer à jeter le même regard sur cette région qui a évolué. J'ai accompagné cette région depuis les années 90.
Et j'ai été témoin avec d'autres aux crises qui ont secoué cette région. Aujourd'hui, force est de constater que nous avons évolué. Il y a encore des défis. Il y a encore des poches d'instabilité ici et là, il y a des problèmes de gouvernance qu'il faut traiter, mais globalement, la région a évolué dans la bonne direction. C'est l'histoire du verre à mi-plein ou à moitié vide ou à moitié plein. Cette conférence, nous voulons dire que la région est à moitié plein. Nous voulons remplir davantage le verre de la région de Grand Lac. Voilà, merci beaucoup, M. Djinit. Nous restons dans le secteur minier avec vous, Jérôme. Oui, en tout cas, tout ce que la communauté internationale a réalisé, y compris notre gouvernement, les résultats sont là, il faut consolider les acquis. Mais est-ce que vous essayez de regarder un peu plus loin? Il s'est ouvert hier à Barcelone, en Espagne, la grande conférence des exploitants et des fabricants de la téléphonie mobile. Et vous le savez, on a toujours déploré les minéraux de sang, notamment les colombo-tantalites, le coltan. Est-ce que vous avez dépêché une équipe dans cette grande rencontre mondiale pour sensibiliser ceux-là qui continuent à exploiter dans la clandestinité et qui continuent à investir dans les sangs au lieu de passer par des grandes portes, contacter les gouvernements et exploiter? Parce que c'est un enjeu important et comme vous voulez planifier les choses très bien et consolider la paix, je pense que vous devriez être là au rendez-vous. Merci. La question est adressée à M. Djinit et ainsi qu'au ministre. Nous, à notre niveau, au niveau des Nations Unies, nous avons pris un certain nombre d'initiatives. Nous avons travaillé avec les ONG qui sont très impliquées. J'ai assisté à des réunions importantes sur le secteur minier ici même à Kinshasa, organisées par la CRGL. Et j'ai pris contact avec la société civile et nous souhaitons travailler avec la société civile pour dénoncer ces fauteurs de troubles, ces profiteurs de la situation dans la région des Grands Lacs, et nous voulons les dénoncer. C'est pour ça que les Nations Unies sont à la disposition de tous ces mécanismes pour porter à l'attention du Conseil de sécurité des cas qui pourraient être identifiés pour dénoncer et sévir et sanctionner ceux qui fautent. Voilà, parmi les secteurs clés qui avaient... Oui, je vous en prie. Oui. Nous travaillons avec tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le secteur. Nous travaillons avec l'Union européenne. L'Union européenne a d'ailleurs apporté un financement d'à peu près 5 millions d'euros à l'appui de ce programme de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Nous avons chaque année eu 2 conférences, une en Afrique, une autre en Europe ou dans un autre pays, avec l'OCDE, l'Union européenne, le groupe des experts des Nations Unies qui travaillent dans le secteur et la CIRGL. Nous avons déjà tenu une conférence à Kigali, une à Kinshasa, et la dernière a eu lieu à Beijing au mois de novembre. Nous sommes à Indaba, en Afrique du Sud. Donc la coopération est là. Et peut-être notre chargé de programme ressources naturelles n'était pas présent, il n'était pas informé. Mais je vous assure qu'il était ailleurs, il assurait le suivi des élections en Ouganda, à Kampala. Ok. Merci, professeur. Il y a également des secteurs clés qui avaient été identifiés dans le cadre de cet accord cadre. Avec Eric, on va aborder maintenant les questions liées aux technologies de l'information et de la communication ainsi qu'au tourisme, c'est ça? Oui, merci beaucoup. Je veux commencer par le secteur du tourisme et je poserai ma première question au ministre. Le potentiel touristique de la région de Grand Lac demeure largement sous-exploité avec 1% du PIB mondial. Quels sont les mécanismes mis en place pour promouvoir ces secteurs, attirer le plus d'investisseurs ainsi que de touristes? Bien, je pense que la première difficulté qu'il fallait lever, c'est celle de l'insécurité. S'il est vrai que l'investisseur est un gibier peureux, il est vrai aussi que les gorilles sont peureux. Ils ne tolèrent pas le bruit de bottes et encore moins les détonations. Nous avons d'abord travaillé au rétablissement de la paix. Ensuite, il y a un programme de coopération sur le plan régional pour la protection des espèces, notamment le projet des Grands Virunga qui travaille à l'intégration
des différents parcs nationaux de la région. Il y a l'ensemble des efforts qui sont faits pour la protection des espèces à travers notamment l'Institut national de la conservation de la nature. Mais il y a, en termes d'investissement, l'investissement dans le secteur du tourisme répond au départ pratiquement aux mêmes conditions, aux mêmes exigences que les investissements de manière globale. Les efforts qui sont faits afin d'améliorer le climat des affaires dans notre pays vont bien entendu profiter au développement du tourisme. Il y a des efforts de promotion à faire. Il faut repositionner la destination Grand Lac sur le plan international, vendre ce que nous avons comme ressources, mais il faut aussi localement lever certains goulots d'étranglement. C'est dans ce cadre que s'inscrit notamment la réhabilitation de l'aéroport de Goma. Parce que nous savons qu'il n'est pas facile de drainer des touristes pour aller dans l'est de notre pays quand ils doivent passer par Kinshasa avant d'aller dans l'est. Et nous ne voulons pas non plus que pour venir visiter les parcs nationaux qui sont dans l'est de notre pays, ils doivent nécessairement transiter par les pays voisins. Il est important que nos propres infrastructures puissent permettre à ces gens de partir de chez eux directement au lieu le plus proche des sites qu'ils doivent visiter. Alors il y a un projet dans le cadre de ceux qui vont être soumis ici, qui est précisément dans le secteur du tourisme et qui a pour effet d'assurer, comme je l'ai dit, à l'international, la promotion des ressources touristiques que nous avons dans la région et soutenir le développement des infrastructures touristiques. Merci beaucoup au professeur Tumbalwaba. Le traité de collaboration transfrontalière du Grand Virunga a été signé en septembre dernier ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. S'il y a des défis quant au financement de ces projets, il y a aussi des problèmes liés au braconnage, la déforestation, le commerce illégal et surtout l'insécurité, les poches d'insécurité qui demeurent encore, selon les explications qui nous ont été fournies tout à l'heure par le ministre, dans l'espace transfrontalier. Qu'est-ce qui est envisagé à ces sujets? Nous avons suivi de près le projet de coopération transfrontalière Grand Virunga pour avoir apporté notre appui technique à la signature du traité entre le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. Alors ce qui est intéressant avec ce projet Grand Virunga est que c'est un projet qui a existé, qui a continué à fonctionner même pendant que les États ne collaboraient pas. Oui, pendant que les États ne collaboraient pas, mais au niveau de Gorille, il y avait comme une collaboration parce qu'ils ignorent, comme vous le savez. La nature nous a enseigné. Nous a enseigné, il y a des leçons, nous a approché, nous a enseigné le rapprochement, il y a de bonnes pratiques et des leçons à tirer de Grand Gorille, de doigts argentés. Et il s'est fait que des familles se promenaient de part et d'autre, et ce qui a permis une collaboration et même un partage des recettes. Donc lorsqu'une famille congolaise se retrouve du côté du Rwanda et qu'elle est vue par des touristes côté rwandais, les recettes qui tombent sont partagées entre les pays. Et ensuite aussi, ça a permis une collaboration entre les communautés qui vivent de ce tourisme-là, un échange de bonnes pratiques. Mais il faut dire qu'il y a également une collaboration entre les gardes forestiers, ceux qui assurent la sécurité, et qui doit être accru. Mais je crois que c'est un bel exemple, vraiment un bel exemple à suivre. Il faut diminuer les tracasseries, il faut avoir un visa touristique qui assure la viabilité de ce circuit. Et comme le ministre a dit, mais il ne faudrait pas que dans ces circuits touristiques, on entre toujours par ailleurs et non par chez nous. Parce que c'est nous qui possédons finalement le plus de potentialité. Le braconnage vraiment nous a fait beaucoup de mal, et surtout avec les groupes armés. Je pense qu'avec la réduction de ces groupes armés qui sont en voie de neutralisation, nos okapis et nos autres espèces rares endémiques n'auront plus à souffrir de la guerre. Parce qu'ils ont dû aussi fuir la guerre et devenir des déplacés ou des réfugiés ailleurs. Ok, professeur, merci. Oui. Et je crois que vous allez enchaîner avec les questions liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
question. Oui, Puisque mais j'avais... il nous reste encore 20 minutes, le temps presse. Il faut aborder toutes tous les Oui, aspects. j'avais une dernière question en rapport avec le tourisme à adresser à M. Djinit. Est-ce réellement possible de parvenir à placer le tourisme au service de l'émergence de la région de Grand Lac et de la cohabitation pacifique de peuples? Je crois que c'est un secteur clé pour la région, pour le développement de la région, parce que d'abord, il est pourvoyeur, il est créateur d'emplois. C'est très très important pour la région. Je partage entièrement ce qu'a dit le ministre Chibanda par rapport à l'aspect de création du climat d'affaires, les problèmes de perception d'insécurité. C'est un secteur très sensible. Vous avez vu des pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, à la moindre petite perception d'insécurité, c'est tout le secteur touristique qui tombe. Donc c'est un secteur très 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 sensible. En même temps, il faut le préparer, et ça se prépare à long terme. Vous savez, des infrastructures, ça peut pas, pour créer une politique de tourisme, ça prend une vingtaine d'années pour construire la destination. Donc c'est pour ça que même si la région des Grands Lacs n'est pas complètement au point pour le tourisme, il faut commencer aujourd'hui, si dans 20 ans, la région des Grands Lacs doit se projeter comme une destination, et Dieu sait combien elle a des atouts. Oui, il n'y a pas d'investissement sans énergie. Vous le savez, le déficit est criant dans la région et les coûts de l'énergie électrique sont prohibitifs dans toute la région. Il y a un projet de la Ruzizi 3 qui devrait produire quelque chose comme 147 mégawatts et les travaux n'ont jamais commencé. Nous avions vu également ici venir il y a quelques années le secrétaire général de l'ONU ainsi que le président du groupe de la Banque mondiale. Il nous avait promis 1 milliard. Là-dedans, vous avez de l'argent pour financer effectivement des projets pour l'électrification de la région. Où en sommes-nous? La question vous est destinée à vous tous. Bon, je vais peut-être dire un Oui, mot. Oui, je vous en prie, je laisserai... Non, vous avez entièrement raison de souligner l'importance de l'énergie. Et par-delà, je dirais, l'importance des infrastructures dans le cadre des efforts de développement, parce qu'il est clair que le faible développement des infrastructures, et notamment le déficit en énergie électrique, constitue des boulots d'étranglement importants pour le développement de tout pays. C'est pour cela que dans le cadre de la politique du gouvernement de ce pays, ce secteur est priorisé. Il y a un ensemble de projets qui sont en gestation pour essayer de relever le défi dans ce domaine, dans cette région-là. Il y a le projet de réhabilitation de Ruzizi 1 et Ruzizi 2, qui ensemble font un total de plus ou moins 70 MW. Il y a Ruzizi 3 qui doit en faire 147. Et il y a le projet encore en gestation de production de l'électricité à partir du gaz méthane dans le lac Kivu. Nous pensons que la conjonction de tout cela, couplée avec le développement dans la région des microcentrales, vous savez que dernièrement le chef de l'État était dans le nord du Kivu pour inaugurer une microcentrale, le développement des microcentrales, permettra progressivement à réduire le déficit énergétique dans la région. Et dans le secteur de l'électricité ou de l'énergie, la règle de base pour mettre à l'abri, c'est la redondance. Il faut que nous multiplions les sources d'énergie et que nous puissions travailler à l'intégration des systèmes de transport, ainsi de suite, pour que nous améliorons les conditions de l'offre et que nous sécurisions les investisseurs. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Autant nous avons des expressions importantes d'intérêt et même des apports de financement, notamment avec la Banque européenne d'investissement, avec la Banque africaine de développement. Il y a encore un solde à boucler et c'est là-dessus qu'on est encore en train de travailler pour essayer d'arriver à ce qu'il faut afin que ce projet puisse démarrer. Alors, les populations de toute cette région vivent essentiellement de l'agriculture, mais curieusement, elles meurent de faim. Monsieur le ministre, enfin, dans ce cas-là, vous allez vous apprêter à la question de Willy. Évidemment, sur la question de l'agriculture, on se rend compte quand même que ce sont des pays qui ont des terres arables. On ne peut pas dire que nos terres ne sont pas fertiles. Elles sont extrêmement fertiles. Et pourtant, nous continuons à importer de la nourriture. Est-ce que la conférence sur les investissements ne peut pas saisir
cette occasion-là pour asseoir une politique agricole. Parce qu'il n'y a pas dans tous ces pays-là des politiques agricoles cohérentes, en tout cas visibles à nos yeux. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de cette conférence par rapport à l'agriculture, qui d'ailleurs, par ailleurs, est un secteur qui est multiplicateur des emplois? C'est Ginit. Je peux peut-être dire un mot. Je ne pense pas que ce soit la vocation de cette conférence d'aboutir à une politique agricole de la région. Du peu que je sais sur l'agriculture au niveau africain, parce que ce que vous dites de la région et du Congo est valable pour tous les pays africains, malheureusement. Nous sommes nettement en déficit, alors que nous sommes un continent plein de terres fertiles et arables et d'eau disponible. Donc il faudrait des investissements. Il y a une politique africaine commune qui a été adoptée il y a quelques années déjà, et j'étais à l'OUA, Union africaine, lorsque cette politique, donc ce n'est pas des politiques qui manquent, c'est la mise en œuvre de ces politiques. Et un des moyens de mettre en œuvre ces politiques, c'est les investissements. C'est pour ça que ce secteur de l'agriculture, comme les autres secteurs, sera mis en exergue pendant cette conférence. J'espère qu'il y aura un vrai débat entre les investisseurs et les gouvernements, et les experts et les sociétés civiles, pour venir avec des solutions pragmatiques, comment redémarrer vite la production agricole dans la région des Grands Lacs. Oui, je ne sais pas, Son Excellence, vous voulez s'exprimer peut-être? Oui, rapidement sur cette question. Juste pour dire que je ne souscris pas à l'affirmation qu'il n'y a pas de politique agricole dans les États de la région. En tout cas, pour ne prendre que le cas de ce pays, je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que si c'était le cas, nous ne verrions pas, notamment, tous les efforts qui sont déployés pour installer les parcs agro-industriels. Donc il y a une politique qui existe, mais c'est bien d'avoir une politique. Il faut encore mettre en place tous les instruments. Le cadre légal, vous savez qu'il y a un projet de loi sur justement le secteur agricole qui est en train d'être finalisé, et il faut ensuite mobiliser les ressources. Et au niveau des ressources, dans le cadre de cette conférence, il est prévu quelques projets. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette conférence ne peut pas être considérée comme juste une activité ponctuelle, sans suite. Cette conférence, son premier objectif, c'est d'aider à changer le narratif sur la région des Grands Lacs. Amener les gens à cesser de considérer cette région comme essentiellement une région, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des conflits ou une région sinistrée, mais que les gens se rendent compte que nous sommes en train de parler ici de 370 millions d'habitants, qui pour aujourd'hui représentent 1100 milliards de PIB régional, mais aussi dans lesquels les économies sont en train de se développer et où il y a énormément d'opportunités, y compris dans ce secteur. Et dans le secteur de l'agriculture, les perspectives sont importantes parce qu'il faut simplement regarder le marché congolais ou le marché régional. Cette région a la possibilité de se positionner comme pourvoyeur de produits agricoles, y compris alimentaires, pour une bonne partie du continent, pour ne pas dire davantage. Et c'est donc amener les investisseurs à percevoir ces opportunités, à commencer des discussions avec les Congolais dans ce secteur, les opérateurs rwandais, burundais, tanzaniens, ainsi de suite, et amener les banques et les autres à accepter de faire du crédit, à accompagner tout cela s'inscrivant dans un cadre où nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions au problème des assurances, nous sommes en train de trouver des solutions au problème de l'encadrement de la petite et moyenne entreprise. Donc je pense qu'il y a une politique, mais bien entendu, il faut donner un peu de temps pour que cette politique se déploie et produise les résultats. Oui. Peut-être me situer au niveau régional, mais en deux mots. Je n'irai pas au niveau de l'Union africaine. Je pense que là, M. Ginit, qui a travaillé longtemps comme commissaire là-bas, sait qu'il y a une politique à ce niveau-là, continental. Mais au niveau de nos régions, il faut savoir qu'un des fleurons de la CPGL, qui réunit les trois pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC, a été, et peut-être est encore l'IRAS, l'Institut de recherche agronomique et zoologique. C'est peut-être à cause de turbulences, ainsi de suite. Mais sachez qu'il y a des résultats des recherches, y compris des Yangambi et des Liraz, qui ont été utilisés ailleurs en Asie. Mais cet institut est encore fonctionnel. Je pense que dépassé ce moment de turbulence, on pourra arriver à quelque chose. Je voudrais vous signaler aussi que nous travaillons CIRGL, SADC et COMESA, avec le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, dans le cadre d'une
politique de sécurité alimentaire régionale. En ce qui concerne, je m'excuse un peu, mais je voulais signaler qu'il existe un visa touristique commun entre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Avec une entrée commune, on peut circuler dans les 3 pays parce que nous étions dans le cadre de la CIRGL. Et je pense qu'on doit créer aussi des produits culturels. Et moi, parmi les produits culturels, je vois un festival culturel de Grands Lacs, un ballet culturel de Grands Lacs, de rallyes. Il y a beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de potentialités. Le ministre a signalé le nombre d'habitants qu'il y a ici, mais si nous voyons aussi tous ces potentiels, tous ces viviers, ensuite nous sommes un grenier, nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Et nous sommes également un château d'eau. Vous connaissez l'importance de l'eau actuellement. Nous sommes également un château d'eau. Et comme a dit Cheikh Anta Diop, un poumon économique et énergétique de toute l'Afrique. À vrai dire, on devrait nous demander on ne devrait pas nous demander qu'est-ce que nous avons dans la région de Grand Lac, mais plutôt nous demander qu'est-ce qu'on n'a pas. Voilà. Parlons un peu des financements, les financements des investissements. Nous avons constaté que souvent les projets d'intégration et dont on n'a pas encore vu le décaissement concret sur le terrain. Est-ce qu'en organisant ces assises, vous vous êtes quand même penché sur cet aspect des choses? Il y a plus ou moins 350 participants qui vont venir ici. Est-ce que parmi ces gens, vous avez des banquiers, vous avez des délégués des partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux? Quels sont les pronostics, quelles sont vos attentes en ce qui concerne l'investissement? Parce que les potentiels, vous venez de les décrire, il est là. C'est l'argent qui manque. La paix, vous avez déjà fait des grands pas, des efforts sont consentis dans ce secteur. Ce qui manque, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez des promesses fermes de ceux-là qui peuvent donner de l'argent, des capitaux frais pour financer les investissements dans cette région? La question vous l'adressez à son Excellence? Non, écoutez, il nous reste encore 2 minutes. L'excellence est chargée de la coopération avec toi, il est mieux placé. Non, je vais être relativement bref, parce que tout à l'heure, j'ai dit que cette conférence s'inscrit dans une dynamique. Nous commençons un processus, nous allons continuer. Ce qui est attendu des travaux actuels, d'abord, ce que les gens viennent. 2, qu'ils découvrent la nouvelle réalité, les grands lacs d'aujourd'hui, parce qu'on essaie de leur vendre dans les médias grands lacs ensuite, que nous puissions mettre devant eux, plus que les opportunités ou plus que les potentialités, mais des projets. Dans le cas que vous avez évoqué, il y a eu l'expression d'une volonté de financer les projets. Mais les projets n'étaient pas là. Et on a commencé des réunions et ça s'est un peu perdu comme ça. Cette fois-ci, ça commence par la présentation de quelques projets spécifiques, intégrateurs de la région. Donc il y a un point de départ qui est concret et on s'attend à ce que les gens réagissent par rapport à cela. Pas en sortant le carnet d'échecs immédiatement, mais tout au moins en exprimant un certain intérêt qui permette qu'on puisse assurer le suivi pour voir, bon, vous êtes intéressé à tel projet concrètement, allez, on s'assied, on discute. Mais aussi, créer les conditions d'établissement des relations d'affaires entre les uns et les autres, et notamment entre les investisseurs et les promoteurs de la région, congolais, kenyans, burundais, ainsi de suite, autour des projets qui sont sur la table et des projets nationaux de pays qui seront là et qui auront tous l'occasion de présenter les projets qui sont les plus importants pour eux. Mais alors, on va continuer l'exercice, assurer le suivi pour essayer d'amener cela à ce qu'on arrive à un certain résultat concret dans quelques temps. Voilà, merci, monsieur le ministre. Je crois qu'il nous reste encore... Monsieur, tu veux peut-être compléter quelque chose à propos des finances? Oui, parce que c'est important, pour compléter un peu ce que le ministre a dit. Il s'agit d'un début d'un processus. D'abord, nous invitons les gens à venir regarder la région et porter un regard nouveau. Et encore une fois, comme le disait encore le ministre, si déjà on arrive au niveau de cette conférence à enlever un certain nombre de préjugés, de tabous, ce sera déjà un grand acquis. Les gens sont intéressés. C'est d'abord, on va présenter 25 projets illustratifs qui
qui sont transfrontaliers, mais en même temps, vous avez dû remarquer qu'il y a des exhibitions, des stands. Tous les pays peuvent avoir le loisir de présenter leurs projets nationaux. Et ensuite, c'est un grand forum d'échange. On a laissé de l'espace pour que les gens se rencontrent. Tous les projets qui seront présentés seront référencés avec toutes les références, tous les contacts qui sont nécessaires. Donc c'est un lieu de rencontre. Vous savez, les hommes d'affaires ne viennent pas vous dire j'ai fait des affaires. Ils feront des affaires dans la discrétion, ils prennent les contacts, ils s'intéressent, ils remarquent, ils reviendront. Certains vont en revenir. C'est le propre de toutes les rencontres d'affaires. C'est comme un marché. Il y a des gens qui font des affaires, des gens qui prennent la décision de revenir parce qu'ils sont intéressés. Alors, Pour nous, on veut leur donner envie de revenir dans la région. Oui, alors, il faudrait également les entraîner à investir dans le domaine des infrastructures, en fait, puisque la plupart de tous ces pays sont enclavés. Et le problème est très très sérieux. Pour quitter par exemple la RDC aller au Rwanda, il faut passer par plusieurs pays. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, professeur, dans ce domaine? Bon, malheureusement, le constat est que au sein de la région des Grands Lacs, c'est l'Afrique centrale, l'Afrique qui est la plus enclavée, mais il y a des projets de corridors en cours, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Je crois qu'on va arriver à une connexion parce que vous savez, pour développer le tourisme, pour développer l'agriculture, les industries, tout ça, il faut de routes. Je pense que la volonté, elle est là, il y a des plans et on va y arriver. Et je voudrais vous signaler que pour aller dans le même sens que le ministre Tshibanda et que l'envoyé spécial, je voudrais vous signaler qu'il a été mis sur pied un forum ou chambre d'affaires du secteur privé de la région du Grand Lac. Comme ça, cela permet aux investisseurs aussi de la région du Grand Lac, aux hommes d'affaires, de se rencontrer, de se connaître, de saisir les opportunités et de pouvoir même s'associer pour certains investissements. Parce que parfois on a l'impression que lorsque nous parlons investissement, nous voyons seulement des gens qui viennent du Nord et pour investir dans la région de Grand Lac. Mais c'est aussi d'abord et avant tout une affaire des fils et des filles de la région de Grand Lac et qui devra permettre d'accroître la compétitivité, d'apporter de marché, de créer aussi surtout des emplois pour les jeunes. Parce qu'on a un problème d'emploi jeune. Oui, justement, heureusement qu'il existe. Mais enfin, ce n'est pas encore à la portée de tout le monde, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui, ma question s'adresse à tous les trois. Que pourriez-vous dire aux investisseurs qui sont intéressés par le secteur de l'innovation et de la technologie, et de la transformation technologique dans une région de Grand Lac où il y a des difficultés de connexion d'Internet peu fiables et l'accès à l'électricité un peu très parcellaire? Bon, vous savez, il y a des investisseurs qui vont dans des secteurs où ils considèrent que le développement des infrastructures, de nouvelles technologies de l'information doit se faire en amont. Il y en a d'autres que nous intéressons au développement précisément de ce secteur-là, y compris celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et dans ce secteur, il y a des projets non seulement au niveau régional. Dans notre pays, vous savez que nous sommes en train de travailler sur la fibre optique, et c'est le cas dans la plupart de ces pays. Mais au niveau de la région, il y a un projet intégrateur qui est en chantier et qui aussi est parmi les 25 projets qui vont être présentés. Le projet Central Africa Backbone. Et nous espérons qu'en arrivant à mobiliser des capitaux en soutien à ce secteur, nous allons contribuer à désenclaver la région sur le plan de la communication. Voilà, monsieur le ministre, c'est une conférence qui va mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup d'experts et aussi beaucoup de moyens. Mais en fait, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces travaux? Bien. Il me semblait que ce que nous avons dit tout au long de l'émission, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Je pense que nous pouvons attendre au début d'une ère nouvelle dans la région. Nous pensons qu'il y aura des retombées certaines de cette conférence. Il y aura des financements pour certains des projets qui sont
sur la table. Il faut savoir qu'il y a une différence entre une conférence adressée aux investisseurs publics et une conférence adressée aux investisseurs privés. Les investisseurs privés, le processus de décision est un peu plus complexe, un peu plus atomisé, et la maturation requiert un peu plus de temps. Mais nous sommes convaincus qu'en créant cette dynamique, dès que la machine aura démarré, elle sera difficile à arrêter. Au regard des progrès objectifs qu'il y a dans la région, en termes de gouvernance, mais aussi au regard de l'immensité de potentialités que nous avons dans la région. Kinshasa, la capitale congolaise, accueille du 24 au 25 février 2016 la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, CISP. Une conférence régionale organisée par les Nations Unies et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, abritée par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous les hauts patronages du président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. La CISP, qui se veut un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, offre l'occasion de présenter le climat des affaires de la région en vue de promouvoir l'intégration régionale, la conférence et la coopération économique. La conférence constitue un élément clé de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé par 13 pays à Addis Abeba, en Éthiopie, le 24 février 2013. La CISP, devant réunir les dirigeants politiques et les responsables du monde des affaires, sera le tout premier événement du genre pour cette région émergente et un catalyseur pour la coopération régionale. Il pourra soutenir l'avancée sur le chemin d'une paix et d'une stabilité durable et d'un développement inclusif dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Plus d'informations sur le site internet de la conférence www.psycinvest.com ou sur le site de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, www.investirenrdc.cd. Les Grands Lacs d'Afrique, une destination d'avenir pour les investissements. Bienvenidos, welcome, Danvido, bienvenue à Kinshasa. Nous disons également merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Le rendez-vous est pris pour demain, mercredi. Et c'est demain précisément que vont s'ouvrir donc les travaux et à la fin on pourra certainement faire les bilans. Merci également à Willy, Eric et Jérôme. Un autre rendez-vous dans quelques jours. Merci à tous. Merci.